exercice, comme nous avions commencé la semaine dernière, où nous faisons un focus sur les chiffres. Ici, je rappelle, ce n'est pas une émission de campagne, donc nous ne prendrons pas des questions d'actualité ni des questions liées au processus électoral. Ce soir, avec mon collègue des finances, vous parlerons plutôt de l'évolution des chiffres clés du gouvernement de cette législature depuis la période de 2019 jusqu'à aujourd'hui 2023, un peu 2024, parce que nous avons préparé les budgets 2024. Et parce qu'on parle de budget, il faut savoir que les budgets ont été triplés. Nous sommes partis d'un budget de 5,7 milliards, je pense, si ma mémoire est bonne, pour arriver aujourd'hui à un budget de plus de 16 milliards. C'est inédit. Je ne pense pas que dans cette période, aucun pays ne l'a fait dans le monde. Mais les chiffres, c'est aussi les efforts qui ont été consentis, parce que plusieurs fois, on nous a dit les fonds générés ont servi à quoi? On va vous donner des indications. Par exemple, il y a eu 300 000 nouveaux mécanisés et pour la première fois depuis une bonne dizaine d'années, il y a eu 10 000 mises à la retraite et tant d'autres chiffres. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir, parce que c'est les spécialistes du gouvernement sur le sujet, de revenir un peu sur la problématique à un moment du taux de change pour expliquer l'incidence de tout ce qui se passe dans le monde entier sur l'économie en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonsoir. Ce soir, ce n'est pas le briefing classique, mais ce soir, nous avons voulu créer ces cadres pour ce besoin, pour couvrir ce mois de campagne. Nous voulons revenir sur les principaux chiffres que nous avons fait sous la présidence justement du président Tshisekedi. La première session a été faite avec le directeur général de la Régie des eaux, qui nous a démontré par A plus B qu'en 5 ans, on a pu donner de l'eau à près de 11 millions de Congolais. Beaucoup n'étaient pas au courant, et ce soir nous voulons revenir sur les chiffres pour que vous puissiez nous dire de 2019 en 2023 comment notre économie s'est comportée, et pour que les questions qui viendront, qui seront des questions spécifiques sur les thématiques que vous allez aborder ce soir, puissent contribuer à éclairer la lanterne de compatriotes qui nous suivent. Nous avons un écran derrière, et donc les chiffres dont vous parlerez seront illustrés à la fois sur l'écran derrière au studio et sur les écrans à la télévision, pour nous permettre de suivre le flot de votre présentation. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup Patrick. Bonsoir à tout le monde. Patrick m'a invité à venir échanger avec vous sur les chiffres clés du bilan économique du gouvernement pour la période 2019-2023. Et donc, je vais essayer de présenter ici de manière un petit peu schématique les principales évolutions macroéconomiques et leur impact dans certains secteurs ciblés. Nous avons connu 5 années assez particulières, parce que sur 5 ans, nous avons connu 2 années, presque 2 années et demie de cohabitation, et dont une année frappée par la crise de la pandémie Covid. Et pour le reste de la période, nous avons connu environ 2 années et demie d'activité intense, de réforme du gouvernement, avec des chiffres en nette progression. Mais ces 2 années et demie ont également été marquées par une nouvelle crise. Cette fois-ci, c'est la crise liée à la guerre en Ukraine. Il n'empêche que durant toute cette période, le mot qu'il faut retenir, c'est la résilience. Notre économie a été résiliente. Elle est partie d'un taux de croissance de 5,8% en 2018 à 4,4% en 2019. Pendant la crise Covid en 2020, la croissance est demeurée positive. Il n'y a pas eu plus de 3 pays en Afrique qui ont connu un taux de croissance positif en 2020. La RDC fait partie de ces 3 pays, avec 1,7% de croissance. Et à partir de 2021, la croissance est repartie de plus belle, parce que nous avons connu successivement 6,2, 8,9 et 6, et aujourd'hui on projette 6,2 de croissance pour 2023. Nous avons donc été en général bien au-dessus de la moyenne du continent et même de la moyenne au niveau mondial. Cela a été rendu possible par 2 éléments essentiels. Le premier, c'est le développement du secteur minier, où il y a eu une combinaison
accroissement de la production du cuivre et d'un accroissement, d'une augmentation du prix de certains produits que nous exportons. Cette combinaison d'éléments pour le secteur minier a été le principal facteur qui a tiré la croissance vers le haut. Mais il y a également eu un développement du secteur non extractif, quoique beaucoup plus faible en termes d'importance, mais il y a eu également un début de développement du secteur non extractif qui explique cette performance pour la République démocratique du Congo. Nous avons eu une très bonne croissance, mais nous avons connu néanmoins une évolution de l'inflation un petit peu erratique. Entre 2018 et 2021, l'inflation s'est bien comportée. En 2018, on était à 7,23%. En 2021, on finissait l'année à 5%, avec une inflation, un pic à 15% en 2020. 2020 étant une année marquée par la crise Covid, avec tout ce que cela a entraîné comme difficulté impact au niveau des finances publiques et au niveau du déficit des finances publiques. L'inflation, donc, s'est bien comportée jusqu'en 2021, même un peu 2022, mais fort malheureusement, la crise en Ukraine a eu un impact direct sur notre économie parce que en 2022, la vulnérabilité de l'économie congolaise est apparue de la manière la plus forte, puisque nous importons quasiment la totalité des principaux produits de consommation, de grande consommation, que sont le riz, les huiles, le lait, etc. Et donc, nous avons importé cette inflation et nous avons connu 13% d'inflation en 2022. Et cela s'est poursuivi en 2023, parce qu'en 2022, ça a été relativement limité par le fait que les recettes d'exportation nous ont permis de faire face à la facture des importations. Mais en 2023, nous avons connu un petit recul de nos recettes d'exportation liées à la baisse des prix du cobalt. Et donc, cela s'est répercuté par un comportement plus fait, disons, un comportement en baisse de la monnaie locale, de la monnaie du franc congolais, et ça s'est répercuté automatiquement sur les prix intérieurs, puisque l'économie est extrêmement extravertie et très ouverte. Et donc, au moment où nous parlons en 2023, en rythme annuel, l'inflation projetée est de l'ordre de 22,6%, qui est un niveau important. En 2022, nous étions juste en dessous de la moyenne africaine, mais en 2023, nous pourrions être au-dessus de la moyenne africaine, et donc c'est un défi que nous avons pour cette année. S'agissant, donc toujours en matière d'inflation, si on doit faire une comparaison avec les 5 années qui ont précédé ce mandat, eh bien, durant le mandat précédent, en 2017, on a connu un pic important d'inflation à 54%. Pour la période 2012-2018, alors qu'ici, le pic d'inflation, on l'a connu cette année en 2023, et il est de l'ordre de 22%. S'agissant du taux de change, qui est le principal vecteur qui explique l'évolution de l'inflation, ce n'est pas le seul, mais c'est le principal, eh bien, le taux de change s'est plutôt bien comporté, avec un taux de dépréciation relativement faible, sauf en 2020, année marquée par la crise Covid, 1,6% de dépréciation en 2019, 10% en 2020, 9% en 2021, 1,1% en 2022, et malheureusement en 2023, on est à 12,5% de dépréciation du taux de change, avec un impact direct sur l'inflation, comme je viens de l'expliquer. Donc, nous sommes une économie qui reste encore trop ouverte, trop extravertie et trop dépendante des importations, et donc notre sensibilité à la variation du taux de change est excessive. Nous allons, si vous le souhaitez, parler des pistes de solutions à court, moyen et long terme pour inverser cette situation, mais je vais d'abord continuer à vous présenter des grands chiffres.
S'agissant des réserves de change, elles ont connu un record historique, comme vous le savez, record historique depuis l'accession à l'indépendance d'ailleurs. Nous sommes au moment où le nouveau régime a commencé en 2019, les réserves de change étaient évaluées à peu près 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards 700 millions. Cela est une combinaison des résultats économiques, des exportations, mais aussi le programme avec le FMI, la reprise de la coopération avec les bailleurs. La combinaison de ces éléments nous a permis d'amener le niveau des réserves au niveau actuel, qui est un niveau important, mais encore faible si on doit le comparer au nombre de mois d'importation, parce qu'en même temps que les réserves augmentent, en même temps l'économie augmente, et donc si on doit le comparer en mois d'importation, eh bien le progrès est réel, mais il n'est pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, notre défi actuel, c'est de maintenir un niveau de réserve important, mais en même temps, c'est de maîtriser l'évolution du taux de change dans une économie qui est extrêmement extravertie. S'agissant du budget de l'État, là également, nous avons connu un progrès historique, puisque ce budget était de 5,7 milliards en 2019, et il est aujourd'hui, le budget voté en 2023 et en 2024 est de l'ordre de 16 milliards de dollars. Le budget exécuté est passé successivement à 8 milliards en 2021, 11 milliards en 2022 et 12,1 milliards probablement en 2023. On attend la fin de l'année pour voir les derniers chiffres. Tout ça indique quand même qu'il y a eu un progrès considérable, aussi bien sur les recettes propres, les recettes mobilisées à l'intérieur du pays, que sur les recettes mobilisées auprès de nos partenaires, parce que le budget de l'État comprend ces deux catégories de recettes. Voilà donc en gros quelques évolutions sur les chiffres macroéconomiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir également? C'est la pression fiscale, c'est-à-dire l'effort qu'on a fait pour lever l'impôt. Parce que comme vous le savez, pour agir, le pouvoir public a besoin de ressources et ces ressources viennent de l'impôt mobilisé. Eh bien, on était à peine à 9% du PIB en 2018, 8,2% du PIB en 2019 et nous sommes remontés à environ 15% en 2022 et en 2023 et 2024, ça va baisser un petit peu pour la simple raison que le PIB lui-même s'est accru. Il a pris 9% en 2022 et il va prendre 6% en 2023 et donc à un niveau constant de recettes, le ratio de pression fiscale va baisser parce que le PIB lui-même devient un peu plus important. Voilà les progrès réalisés, sont des projets importants, sont des projets majeurs, des progrès majeurs, des progrès même historiques. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est à quoi ont servi toutes ces ressources. Ces ressources ont servi, sans aller dans les détails, ces ressources ont servi à accroître d'abord les budgets d'investissement. Ces budgets d'investissement, aujourd'hui, ils représentent jusqu'à 15% du budget, alors que avant 2019, ces budgets d'investissement représentaient moins d'1% des dépenses publiques. Aujourd'hui, on est entre 10 et 15%. Ça veut dire que l'effort fait pour préparer l'avenir à travers des investissements publics a été multiplié par 15. C'est un progrès considérable. De la même manière, nous avons affecté des recettes, des montants importants aux rémunérations. Les rémunérations, l'enveloppe brute des rémunérations a été multipliée par 4 en 5 ans. C'est-à-dire les transferts qui sont faits pour payer les salaires et les autres avantages du personnel public, des agents publics, le montant global a été multiplié par 4, alors que le nombre d'agents publics n'a pas été multiplié par 4.
alors que l'inflation n'a pas été multipliée par 4 non plus. En d'autres termes, ça veut dire que le gain en termes de pouvoir d'achat pour tous les agents publics est réel, il est effectif. Et pour aller un peu plus en détail, il faut retenir que nous avons assaini les fichiers de la paye d'environ 500 000 agents qui étaient fictifs ou plus ou moins fictifs. Nous avons intégré dans le fichier de la paye, c'est-à-dire la mécanisation d'environ 300 000 personnes, je parle sur la période de 5 ans, c'est des gens qui étaient des agents publics, qui travaillaient, qui parfois même percevaient des primes, mais qui n'étaient pas reconnus, mécanisés officiellement. Eh bien, 300 000 ont été intégrés, ils ont retrouvé leurs droits, ils ont été régularisés, environ 150 000 dans le régime général et jusqu'à 300 000 lorsqu'on intègre le PST notamment, c'est-à-dire le secteur de l'éducation. Nous avons également, pendant la même période de 5 ans, et pour la première fois depuis plusieurs décennies, nous avons mis à la retraite plus de 10 000 agents. L'ambition était de mettre à la retraite environ 30 000 agents, mais nous nous sommes finalement limités à 10 000 dans un premier temps, parce qu'il y a eu des nouvelles contraintes qui se sont imposées à nous, mais l'objectif est de poursuivre. Cela fait plusieurs décennies, je dis bien plusieurs décennies, qu'on n'a plus mis les agents à la retraite. On avait dans ce pays des agents publics qui avaient 100 ans d'âge, parfois même plus que ça, et qui continuaient de travailler plus ou moins, ou qui se faisaient représenter par leurs enfants comme agents publics. Il y a des situations incroyables qu'on a connues dans ce pays, parce que les gens avaient peur de céder leur place, parce que le synonyme, c'était d'entrer dans la grande précarité, d'entrer dans la misère, et même de se rapprocher de la mort. Aujourd'hui, nous avons commencé à envoyer des agents publics à la retraite, mais pas seulement les envoyer à la retraite, les envoyer avec un paquet de retraite significatif. Un paquet de retraite qui permet d'envisager une activité pour les accompagner dans le 3e âge, qui permet de leur donner un toit pour certains, qui permet d'achever un chantier et qui permet d'avoir une petite perspective. Ça, c'est le paquet de départ. En plus de ce paquet de départ, nous avons intégré énormément d'agents publics dans la caisse de retraite de la fonction publique, qui s'appelle la CENSAP. La caisse de retraite de la fonction publique, qui a été lancée, inaugurée par le chef de l'État, est aujourd'hui en pleine croissance, parce que en quelques années, on a intégré près d'1 million d'agents publics. Ils étaient à moins de 100 000 au départ. Aujourd'hui, on a intégré près d'1 million. On a intégré, en plus du régime général, on a intégré les magistrats et les enseignants, et il reste maintenant les militaires et les policiers qui viendront par la suite. Peut-être que sommairement, il faut dire l'importance justement d'être affilié à cette caisse. Avec cette caisse de retraite, aujourd'hui, chaque agent public cotise. Et la cotisation est composée de 2 éléments. Une partie qui vient de son salaire, qu'il paye lui-même, et une autre partie qui vient de l'employeur. L'État cotise à concurrence d'environ 4,5% sur le salaire, cotise pour chaque agent public de manière à lui préparer une retraite. Et cette cotisation fait que les montants reçus par chaque retraité ont été multipliés par 20, par 30, parfois même par 50. Et alors, même si les montants en absolu restent relativement faibles, parce que les salaires eux-mêmes sont parfois relativement faibles, mais le bond qui a été fait est considérable. Et aujourd'hui, notamment dans l'arrière-pays, il y a des gens qui peuvent programmer quelque chose, planifier quelque chose, se prendre en charge, payer, manger, vivre, avec ce qu'ils perçoivent comme retraite, alors qu'avant cela, ils recevraient parfois l'équivalent de 1 ou 2 $ de retraite. Voilà quelques éléments significatifs qui ont été faits, et en plus de s'assurer un montant de retraite plus important, les agents publics qui cotisent à la caisse de retraite ont indirectement contribué à l'édification du système
financiers, puisque leur cotisation à la retraite constitue des flux d'argent qui peuvent être investis dans des programmes immobiliers, dans des programmes d'investissement divers. Et donc, c'est une façon de construire l'économie, de la rendre plus solide. Voilà quelques éléments importants de changement qui sont intervenus durant cette période. Je ne vais pas aller davantage dans les détails. J'aurais pu vous parler de l'évolution de ce qui est donné en rémunération aux enseignants, par exemple. Mais ça, je crois que plusieurs occasions ont été données pour faire connaître ces chiffres. La dernière, c'est le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Des progrès considérables ont été opérés, des progrès qui touchent à la vie des Congolais, qui touchent la vie de chacun d'entre nous, mais il est vrai que les défis restent importants. Les défis restent importants parce que l'État ne peut pas résoudre tous les problèmes de l'emploi, même s'il reste aujourd'hui le principal employeur formel, et donc l'État doit, dans son action, rendre possible l'investissement privé, parce que c'est à travers l'investissement privé que la question de l'emploi va être résolue. Donc voilà, de manière schématique, quelques éléments sur les chiffres, et pour le reste, je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Monsieur le ministre, vous aurez l'occasion de revenir, et d'ailleurs, je dois dire que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pourra venir pour parler de manière détaillée des chiffres, notamment de ceux qui ont été réalisés au niveau de la fonction publique en termes de contrôle des effectifs, etc. Mais ce serait quand même bien, monsieur le ministre, de donner une indication sur le portefeuille projet, par exemple, de la Banque mondiale, parce qu'il me semble qu'il y a eu de gros progrès au regard de la stratégie qui a été mise en place. Nous sommes à la porte pratiquement, c'est pratiquement acquis, vous nous confirmerez, de la 5e revue, ce qui est inédit dans l'histoire récente de la RDC. Peut-être quelques petits commentaires sur ces points avant de prendre les questions des journalistes. Oui, absolument. Ces chiffres très importants doivent être connus. Nous avons, en 5 ans, en moins de 5 ans même, nous avons réussi, grâce à l'action menée par le gouvernement, grâce à l'action diplomatique portée par le chef de l'État, nous avons réussi à améliorer la perception du pays, à améliorer le profil du pays et à accroître sa capacité à mobiliser des ressources. Pour vous donner une idée, le total, l'encours des projets financés par les bailleurs de fonds était inférieur à 3 milliards de dollars au moment où nous sommes arrivés aux affaires en 2019. Aujourd'hui, il est supérieur à 10 milliards de dollars. Rien que la Banque mondiale, premier bailleur du pays, a multiplié son encours de projets par 3. Et quand on ajoute les 3 ou 4 principaux bailleurs, cela nous amène à plus de 10 milliards de dollars mobilisés. Ces 10 milliards de dollars qui sont aujourd'hui déjà mobilisés dans des projets en cours de mise en œuvre, c'est des montants qui peuvent nous permettre de commencer à transformer notre pays. Grâce à cet argent, le capital humain a été mieux pris en charge. Cet argent a notamment contribué au succès de la gratuité de l'éducation. Cet argent nous permet également de développer des programmes par rapport à la protection de nos forêts et par rapport au développement des populations qui vivent dans ces forêts, autour de ces forêts et grâce à ces forêts. Ces programmes nous permettent de mettre en œuvre des programmes qui touchent à l'agriculture, au développement de l'agriculture, mais aussi, et par-dessus tout, ces programmes nous permettent de réduire notre fracture en termes d'investissement, d'infrastructures essentielles. C'est grâce à ces programmes que nous avons pu développer la production d'eau. Et vous avez 2 projets emblématiques que sont Ozone et que sont Lembaïmbou. Ces 2 projets pour l'eau, Kinshasa, lorsqu'ils arriveront à leur 3e phase, auront réglé définitivement, du moins durablement, la question de l'offre de l'eau pour la ville de Kinshasa. On en a eu la démonstration. Je crois que ça a été dit dernièrement. Plus de 11 millions de Congolais, durant ces 5 dernières années, ont eu accès à l'eau, alors qu'ils n'y avaient pas accès.
parce qu'il y a d'autres projets d'adduction en eau à travers l'ensemble du territoire, et donc il y a des progrès significatifs qui ont été faits. Ces programmes et projets financés par les bailleurs nous permettent de lancer des grands projets routiers. En plus de l'effort que nous avons fait sur nos ressources propres, grâce au financement de nos partenaires, nous sommes en train de connecter l'ouest à l'est du pays. Aujourd'hui, nous pouvons circuler en voiture, et pas seulement en 4x4, mais même en voiture basse, jusqu'à Chikapa en une journée, de Kinshasa à Chikapa. De Chikapa à Kananga, un projet est en cours. Un projet est en cours financé notamment par l'Union européenne qui va nous permettre d'arriver à Kananga. De Kananga à Mbujimaï, un autre projet est sur le point d'être lancé, le financement est déjà en place, les opérations sont sur le point de démarrer et il va nous permettre de relier Kananga à Mbujimaï. Projet financé par la Banque africaine de développement. Un autre projet en cours également, déjà finalisé, déjà financé, pour lequel les appels d'offres ont été achevés il y a quelques jours, va permettre de démarrer les travaux de la route Mbujimaï-Bukavu en 3 phases, 1,5 milliard, financement Banque mondiale. Ce n'est pas des choses qui vont commencer dans 1 an, c'est des choses qui vont commencer dans quelques jours. Ainsi, on pourra connecter Mwanda, Kinshasa à Bukavu. Un autre projet déjà également finalisé, déjà également sur le point de démarrer, financement Banque africaine de développement, va connecter Bukavu à Goma. C'est des projets qui ont pris du temps pour être mis en place parce que c'est des procédures lourdes, mais c'est des projets solides avec des bailleurs solides qui vont certainement se réaliser dans les meilleures conditions. Un autre projet tout aussi important va relier Kisangani à Beni. Le lancement du projet de la construction par une entreprise chinoise sur un financement de Exim Bank China, environ également 1,5 milliard, le lancement des travaux doit se faire dans les jours qui viennent, à moins qu'on décide de le reporter à janvier, mais il est prêt pour être fait, parce que le gouvernement congolais vient de payer sa quote-part pour le lancement des travaux, parce qu'il y a une quote-part que nous payons au démarrage, et le reste est financé par la Banque chinoise d'import-export. Eh bien, ce projet va nous permettre de relier par une route asphaltée Kisangani à Beni. Voilà quelques exemples de projets réels, effectifs, en cours, qui vont transformer notre pays, qui vont nous permettre de connecter l'Est à l'Ouest. Il s'agit là d'un changement majeur. Ça fait plus de 50 ans qu'on n'a jamais pu relier l'Est à l'Ouest du pays, avec comme conséquence d'aggraver la pauvreté au centre du pays et de priver l'Est et l'Ouest d'un débouché important, parce que rien que le marché congolais est en lui-même une zone de libre-échange qu'il faut libérer. Et donc, voilà l'action qui a été menée, voilà où sont allés ces montants dont on parle régulièrement, voilà comment le changement est en train d'arriver pour transformer notre pays, transformer notre économie et donner une perspective meilleure. Cela veut dire que si tout se passe bien, dans 3 ans, à partir d'aujourd'hui, nous pourrons prendre nos véhicules et quitter Kinshasa, aller à Bukavu, quitter Kinshasa, aller à Kisangani, et nous pourrons également quitter Kinshasa, aller à Kolwezi, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que nous sommes, au moment où nous parlons, en train de discuter, toujours avec la Banque mondiale, pour un autre projet qui consiste à relier Mbujimaï à Kolwezi. Voilà, chers compatriotes, quelques éléments chiffrés sur les grandes questions économiques, des chiffres financiers qui concernent notre vécu en tant que pays et qui donnent une indication de la transformation que nous voulons pour notre économie et pour nos concitoyens.
Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cette présentation qui est justement illustrative du changement de narratif dont on parle, changement dans la gouvernance, changement de la perception du pays à l'extérieur et changement surtout dans les traitements des questions sociales liées notamment aux investissements et aux salaires de différents compatriotes. Nous aurons d'autres occasions pour revenir dans le détail. On va commencer cette série de questions. Je rappelle que nous sommes dans un exercice, j'allais dire, pédagogique où nous voulons strictement rester dans le cadre de la présentation qui a été faite. Donc on va s'épargner les questions d'actualité, il y aura le cadre qu'il faut. On va commencer cette série par Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre des Finances, vous parlez beaucoup des progrès. Progrès réalisés. Mais jusqu'à aujourd'hui, toujours pas de maîtrise de taux de change du dollar sur le marché. Le dollar aujourd'hui se négocie à 2700. Le panier de la ménagère au marché, le flambé des prix de première nécessité, les prix ne font que prendre de l'ascenseur. Quelle est la formule magique pour que on stabilise le taux de change et que les prix des biens sur le marché des produits ne prennent pas de l'ascenseur comme ça se passe aujourd'hui, puisque vous ne cessez d'éventer des progrès réalisés, mais sur le plan concret du social des Congolais, on a l'impression que de ce côté-là, on ne voit que du feu. Je réponds ou bien je... Allez-y. Bien, merci beaucoup. C'est une question importante. Il est vrai que la question du taux de change, ça touche immédiatement le vécu des gens, comme je l'ai dit. Alors, je vous ai expliqué, même si ce n'est certainement pas satisfaisant ou suffisant comme réponse, je vous ai expliqué la tendance de fond. J'ai comparé le précédent mandat au mandat actuel. J'ai comparé les défis que nous avons aujourd'hui avec la crise Covid, avec la crise en Ukraine par rapport à la situation antérieure. Eh bien, il y a des contextes qui peuvent expliquer des dépréciations comme celles qu'on a maintenant, parfois qui sont difficiles à maîtriser. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout est fait pour contenir cette dépréciation. Regardez par exemple, des mesures ont été prises, on a relevé le taux d'intérêt, le taux directeur de la Banque centrale à 25%. La Banque centrale a relevé le taux directeur de la Banque centrale. Des décisions ont été prises sur la manipulation des espèces et la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, justement pour mieux contrôler les liquidités. Le travail continue. Des réunions se font chaque jour qui passe pour, avec les banques, cerner tous les éléments qui peuvent conduire à cette dépréciation du taux de change. Parmi ces éléments, il y a des éléments extérieurs. Lorsque le taux d'intérêt augmente, parce que pendant la crise Covid, on a injecté beaucoup de liquidités, notamment en dollars, à travers le monde. Maintenant, pour inverser le phénomène, les taux d'intérêt ont été augmentés dans tous les pays riches. Ça crée une plus forte demande pour le dollar à l'extérieur, et les pays du Sud, et notamment les pays comme les nôtres, subissent cela. Eh bien, je peux vous assurer que ce soit l'inflation ou le taux de change, je peux vous donner pays par pays, beaucoup de pays ont été autant affectés et parfois plus affectés que nous sur le continent. Ce n'est pas une raison pour croiser les bras ou pour être satisfait. Nous devons nous protéger davantage, mais il y a un aspect international et beaucoup de pays, comme je disais, beaucoup de pays du Sud sont très affectés par le renchérissement du dollar américain dans cette période. Maintenant, les facteurs intérieurs. Parmi les facteurs intérieurs, il y a notamment le fait que nous sommes trop extravertis. Si nous produisions en dollars, en francs congolais, si nous réfléchissions en francs congolais, nous n'aurions pas subi l'impact de la variation du taux de change. Parce que, croyez-moi, le taux de change varie dans tous les pays, même les pays les plus riches. Quand moi j'étais étudiant, j'ai connu le dollar américain comparé au franc français qui est passé de 5 à 10, 11. C'est-à-dire que même dans les pays riches, le dollar peut se renchérir, mais quand ces pays-là produisent
consomment et réfléchissent dans leur propre monnaie, l'impact est différent. Parce que vous touchez votre salaire dans votre monnaie, le producteur produit dans la monnaie, l'impact sur les gens n'est pas aussi fort que chez nous. Mais chez nous, dès que vous entrez dans une chambre froide, c'est pour un produit importé. Dès que vous entrez dans une alimentation, c'est pour des produits importés, eh bien, automatiquement, l'impact sera plus fort. On ne le dira pas jamais assez, mais la solution à long terme, c'est de produire congolais, produire en francs congolais et réfléchir en francs congolais. Mais c'est un défi qui est très long et très difficile. En attendant, tout ce que nous pouvons faire, c'est mieux gérer les liquidités en francs congolais pour qu'elles n'aillent pas se déporter sur les marchés de change. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. La première manière d'éviter l'expansion des liquidités en francs congolais, c'est d'éviter les déficits publics qui sont financés par la planche à billets. Ça n'existe plus dans notre pays. Depuis mars 2020, on a pris la décision de ne plus recourir au financement monétaire, parce que dans l'histoire de ce pays, c'est ça qui a occasionné la dépréciation. Pour ceux qui ont quelques années ici, ils connaissaient comment la dépréciation du taux de change se faisait d'heure en heure. Moi, j'ai connu ça dans ma vie. Lorsque je travaillais à la Banque centrale, vous touchez le salaire à 11 heures, vous courez vite chez les cambistes, parce que si vous attendez 17 heures à la fin de la journée, votre salaire ne représentera plus que la moitié ou le tiers de ce qu'il représentait au moment où on l'a payé. On a connu ça dans ce pays, parce que la planche à billets tournait à plein régime. On a eu des billets de 5 millions de francs congolais ou de Zaïre à l'époque. Tout ça, on a dit, c'est fini. On ne crée plus la monnaie sans base. Et au niveau des finances publiques, lorsqu'on n'a pas d'argent, soit on va s'endetter proprement, soit on ne dépense pas. Mais on ne fait plus marcher la planche à billets. On le fait pour protéger les Congolais parce qu'on estime que l'inflation, c'est la pire des punitions que l'on fait payer aux plus pauvres. Absolument. Maintenant, donc ça c'est la première mesure. Maintenant, au-delà de ça, on voit que par moment, malgré ces efforts-là, le taux de change se déprécie, comme on l'a connu pendant certaines périodes. En 2023 essentiellement, en janvier 2023 et plus récemment. Nous avons constaté que l'une des raisons, c'est aussi le fait que les recettes d'exportation ne sont pas venues au niveau attendu. Parce que le prix du cobalt s'est effondré. Le cobalt était à 81 000 $ la tonne en 2022, en mars 2022, 81 000 $ la tonne. Et en mars 2023 ou en avril 2023, il était déjà à 31 000 $ la tonne. Et donc, tous ces éléments ont eu un impact. Avec un même niveau de production, vous recevez moins d'argent. Et donc, il y a moins d'argent qui est rapatrié dans le pays. Il y a moins d'argent qui est disponible pour le marché de change. Et de proche en proche, on le sent sur le marché de change. Il y a aussi des questions de fraude contre lesquelles nous luttons. Une bonne partie de notre économie se fait dans l'informel. Lorsqu'on importe, tout ne se fait pas par dans la transparence, notamment l'achat des devises pour importer. Beaucoup de devises sont importées, sont achetées à côté, c'est-à-dire au marché noir, et cela a un impact sur le taux de change. Nous savons que cette question du marché noir est une question importante. Lorsqu'on a les statistiques des importations dans la balance des paiements de notre pays, nous savons que ces chiffres ne sont pas réels, parce que ce sont les chiffres communiqués par les banques. Mais il y a une bonne partie de l'économie qui se fait au marché noir, avec des importations qui se font au marché noir. On a déjà évoqué ici la question des produits frais, les chinchards et autres, qui ne sont pas déclarés au vrai prix. S'ils ne sont pas déclarés au vrai prix, c'est que quelque part il y a une fraude. Nous luttons également contre ces phénomènes de fraude pour que l'économie revienne dans le formel, qu'il y ait moins de fuites, parce que ces fuites-là sont aussi des occasions pour déprimer le taux de change. Mais cela demande la vigilance de tous et l'implication de tout le monde. Mais nous sommes conscients que la question du taux de change est un vrai problème, mais le taux de change, le principal problème, c'est l'impact sur l'inflation, et je vous ai donné les chiffres sur l'inflation. Nous sommes environ à 22% d'inflation pour 2023, qui arrive vers la fin de l'année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous aurions pu être bien en dessous. L'année dernière, on a fini à 13%,
qui était légèrement en dessous de la moyenne africaine. Et l'année précédente, on a fini, je crois, à 5-6%, qui était une bonne performance, une très belle performance par rapport justement à la moyenne africaine. Monsieur le ministre, peut-être un petit commentaire, parce que nous sommes quand même parmi les premiers producteurs mondiaux du cobalt. Comment expliquer que nous n'ayons pas assez d'influence sur la fixation du prix? C'est une excellente question. Et tout simplement parce que nous devons mieux organiser notre marché du cobalt. Il n'est pas normal que nous représentions 70% environ de l'offre de cobalt au niveau mondial. Il n'est pas normal qu'en même temps, la demande du cobalt continue d'augmenter au niveau mondial, mais que malgré tout cela, nous voyons le prix du cobalt s'effondrer. La principale raison, c'est que nous ne contrôlons pas toute la chaîne. La plus-value sur le cobalt se fait par ceux qui transforment le cobalt, au détriment de ceux qui produisent le cobalt. Et malheureusement, dans notre pays, ceux qui produisent le cobalt, ou du moins ceux qui achètent le cobalt, parce qu'une partie est achetée chez les artisans, sont les mêmes qui transforment le cobalt, mais en dehors de notre pays. Tout à fait. Et donc, comme ils ont une position de cartel, ils ont les moyens de déprimer le prix à l'achat et de faire leur plus-value sur la transformation qu'ils font à l'extérieur du pays, et ils vendent le cobalt au monde entier à des prix compétitifs grâce au prix déprimé qu'ils nous imposent ici dans le pays. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État insiste pour que nous transformions nos produits localement. Comme ça, la plus-value sur la transformation, nous l'aurons ici. Mais avant d'obtenir cette transformation locale, parce que ça demande beaucoup de préalables, il faut de l'énergie, il faut du savoir-faire, etc., nous sommes en train de travailler sur des mesures visant à contrôler le prix de l'offre. Il n'est pas normal qu'à 70% de l'offre, on n'a aucun contrôle sur le prix mondial, alors que quand on prend l'OPEP, par exemple, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ils ne représentaient environ que 30% de la production mondiale de pétrole, et c'est eux qui dictaient les prix. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens, nous sommes en train d'organiser le secteur et la filière, et des décisions importantes seront prises, sont en cours de préparation, pour que nous puissions avoir plus d'impact sur le prix du cobalt. Merci de cette parenthèse. On va continuer avec M. Jordan Maïnikini. Merci pour la parole. Première question au ministre des Finances. Les centres financiers de Kinshasa est presque fini. J'aimerais savoir que ressentez-vous et quels sont les services de l'État qui y abriteront. Et puis une deuxième question, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Nous sommes pendant la campagne électorale. Quels sont les mécanismes mis en place par le ministère des Finances pour veiller à ce que les mandataires publics ou encore les membres du gouvernement qui sont candidats ne puissent pas utiliser l'argent de l'État en faveur de leur campagne électorale? Voilà. Très bonne question. D'abord, le centre financier de Kinshasa est l'expression de la volonté du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement de donner à notre pays un système financier moderne, un système financier robuste et même transparent, puisque la digitalisation est également au rendez-vous. Donc, ce centre financier ne doit pas être vu comme un simple goût de prestige, non. C'est l'aboutissement d'un esprit de réforme, d'un engagement de réforme très profond, qui vise à maîtriser le secteur financier, qui est le point de départ de l'action publique. Il faut des ressources, il faut des revenus. Et donc, ce centre va héberger le ministère des Finances, il va héberger le ministère du Budget, il va héberger quelques administrations de ces deux ministères, il va héberger la DGRAD, il va héberger la DGI et la DGDA. Et donc, c'est un centre qui va permettre à la communauté des finances publiques de travailler de manière plus proche, plus coordonnée et plus efficace. Le centre va également héberger un data center, centre de données, qui sera le plus important du pays. Et donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure,
la digitalisation est au cœur de l'agenda de la réforme des finances publiques. Et tout cela va nous amener à un autre niveau. Le centre, en plus de la dimension finances publiques, ce centre va héberger un centre de conférence de 3000 places, plus des salles attenantes pour des grandes réunions, des grandes rencontres. On aura le plus grand centre de conférence d'Afrique centrale, même d'Afrique subsaharienne. On aura une capacité à recevoir des gens, il y aura un hôtel 5 étoiles, et donc ce centre sera également un centre de partage du savoir, parce qu'il y aura beaucoup de rencontres, nationales, locales, internationales, sur différents sujets. Ça sera un centre de partage du savoir, et donc ça va renforcer la position du pays, renforcer le rayonnement du pays, et renforcer l'ambition et les capacités de notre pays. Voilà un peu à quoi va servir ce centre. C'est un changement majeur. Nous avons également prévu un développement de nos infrastructures à l'intérieur du pays. À Lubumbashi, nous avons acquis, le ministère a acquis un terrain de 2 hectares. Un projet est en cours de conception pour faire également un mini centre des finances publiques à Lubumbashi. Et dans d'autres provinces également, il y a des programmes de réhabilitation et d'acquisition pour que nous ayons un système financier digne de ce nom. Toujours dans le même esprit, nous avons, dans le cadre d'un projet spécifique lié à la digitalisation, nous allons installer plus d'une centaine de points à travers le pays où on aura une maison des finances publiques avec l'accès à Internet, l'accès à la digitalisation pour connecter les régies à travers l'ensemble du territoire. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner sans Internet, et encore moins dans le domaine des finances publiques, où nous avons introduit une série de logiciels qui visent à mieux maîtriser l'impôt, à mieux contrôler la fiscalité, et donc à réduire la fraude et à accroître les revenus mobilisés. Et la deuxième question sur... Oui, justement, ces mécanismes, tout est fait, nous rendons compte lorsque nous travaillons, nous rendons compte régulièrement, nous rendons compte trimestriellement et annuellement de ce que nous faisons. C'est très difficile aujourd'hui de se permettre de faire ce qui a pu se faire peut-être il y a quelques années ou quelques décennies, parce que tout se sait, tout le monde se contrôle. Nous avons la chance dans notre pays d'être reconnu au niveau africain comme un des pays les plus transparents en matière de finances publiques, parce que chez nous, la société civile a le droit de regarder, elle a le droit de critiquer, elle fait des rapports, et elle dit ce qu'elle veut. Parfois, elle dit même n'importe quoi, mais elle est libre de dire. Et le débat est là. Donc, nous sommes un pays très ouvert en matière de finances publiques, et chaque jour, nous sommes challengés, et nous répondons. Nous avons la Cour des comptes, qui est une instance étatique, qui, elle aussi, nous challenge régulièrement. Lorsque nous faisons la reddition des comptes, nous devons nous expliquer auprès de la Cour des comptes. Ça suscite des questions. Nous allons aux assemblées, nous présentons tout. Donc, dans un tel contexte démocratique, c'est quand même assez difficile de faire n'importe quoi. Parce que les choses s'expriment et se disent. Voilà, merci. On va prendre la dernière série de questions. Il y en a plusieurs, Monsieur le Ministre. On va commencer par Jacques Moulouba, Marlon Kachamou, Freddy Chioyo, et on terminera par Fiston Oleko. Merci. Monsieur le ministre, je vous ai suivi religieusement tout à l'heure. Vous avez parlé des prouesses réalisées, notamment avec les taux d'échange qui s'est bien comporté, avec des réserves d'échange de 5,7 milliards. Et je me dis, tout ceci, c'est grâce aux efforts fournis par la Banque centrale du Congo, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va se rendre compte que, vous le savez, monsieur le ministre, le capital de cette banque est de 15 000 francs congolais, ou 13 si je ne me trompe pas. Alors, vous avez travaillé pendant 5 ans. Pourquoi n'avoir pas recapitalisé la Banque centrale du Congo? Et aujourd'hui, s'il faut le faire, quels seront les chiffres pour recapitaliser la Banque centrale du Congo? Deuxième question, en rapport avec les agents et fonctionnaires de l'État, 300 000 ont été mécanisés pendant 5 ans, mais au mois d'octobre dernier, à l'issue de la commission paritaire mixte, gouvernement et puis les syndicats des agents et fonctionnaires de l'État,
il y a 50 000 qui ont été mécanisés pour le mois d'octobre, ce qui a peut-être provoqué aussi le paiement en retard des agents fonctionnaires de l'État. Alors, quelle est l'enveloppe qui était déboursée pour la paie pour le mois d'octobre? Une idée sur les chiffres. Merci. Voilà, on va prendre la deuxième question. Monsieur le ministre, prière de noter, s'il vous plaît. Ok, je prends les deux. Monsieur le ministre, je crois que toutes mes deux petites préoccupations font partie de l'exposé que vous venez de faire tout à l'heure concernant les bilans du ministère des Finances que vous dirigez des mains des maîtres. Alors, que dites-vous, monsieur le ministre, par rapport au traitement exceptionnel dont bénéficient les léopards seniors, monsieur A, dont les dossiers sont toujours traités en urgence? Je souligne bien en urgence, alors que les autres léopards, football notamment, dames et le jeune, sont traités comme si ils ne représentaient pas la République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas ici revenir sur les disciplines de combat, judo et d'autres, et autres, qui ramènent des médailles pour les pays. Et l'exemple le plus patent, ce sont les léopards dames U20 qui ont été ridiculisés dans un hôtel dont j'étais les noms, comme des scélérats. Deuxième question, je finis par cette deuxième question, c'est concernant cette affaire de missions officielles. Mais s'il vous plaît, Marlon Kachamou, je peux concéder pour la question de Léopard parce que nous tous nous avons suivi. Mais je ne pense pas que la question qui suit cadre avec l'exercice qu'on a voulu faire aujourd'hui. Et donc le ministre des Finances pourra être plus apte à répondre à toutes ces questions dans un exercice prévu pour ça. Sinon, tout le monde va aller sur des questions d'actualité et quand on a les ministres des Finances en face, il y en a beaucoup. S'il vous plaît. Restons dans la philosophie. Je vous le concède, mais il ne s'agissait pas d'une question d'actualité. Merci quand même. Celle que vous avez posée avant, elle était une question d'actualité. Monsieur le ministre, allez-y, ou on prend les deux dernières, comme ça vous répondrez en une vague. Monsieur Fredici, rapidement, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, on fait des progrès, c'est vrai. J'ai suivi l'ancien Premier ministre Mujito qui vous vantait que vous avez attribué le budget, c'est une bonne chose. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui fait que agents de l'État, profs d'université, n'ont pas leur gain à temps? J'ai été avec un des exposés hier, il n'y a pas 2-3 jours, il m'a dit, mais on a reçu le salaire du mois d'octobre, le 17 du mois courant. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 27 ou le 28, ils n'ont pas encore eu leur salaire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces retards de paiement? Parce que, monsieur le ministre, je suis désolé, monsieur le ministre, mais la CENI attend encore de l'argent. Qu'est-ce qui vous défend encore la CENI aujourd'hui? Nous sommes le 28 aujourd'hui, à 22 mois des élections du 20 décembre. 22 jours, 22 mois. Ah, 22 jours, excusez-moi. Mais, monsieur le ministre, qu'est-ce que le gouvernement doit à la CENI qui attend de vous des finances pour atteindre son chronogramme tel que prévu? Merci. Voilà. Alors, allez-y, monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup. D'abord, pour la recapitalisation de la Banque centrale, oui, je peux vous rassurer, nous avons déjà signé un accord avec la Banque centrale pour... Et c'est même déjà passé en Conseil des ministres. C'est même passé en Conseil des ministres. On va la recapitaliser à concurrence, je crois, 230 milliards de francs. On a dit que c'est sur 2 ans ou sur 3 ans. 239, voilà, 239 milliards sur 2 ou 3 ans, je ne sais plus, avec des paiements semestriels convenus, et ça commencera l'année prochaine. Donc le problème est réglé. Et c'est l'État qui est propriétaire, unique propriétaire de la banque, qui va assurer cette recapitalisation. Mais pour aller plus loin, en plus de cette recapitalisation qui va se faire par des transferts du Trésor vers la Banque centrale, nous allons également, dans les prochains contrats qui ont trait à l'or, à la production d'or dans notre pays, nous allons prévoir des clauses qui garantissent qu'une partie de l'or qui revient à la République démocratique du Congo dans les contrats miniers, qu'une partie de cet or soit transformée en or monétaire et donnée à la Banque centrale pour constituer des réserves en or. Parce qu'il n'est pas normal qu'un pays comme la RDC, qui pourrait représenter jusqu'à 30% des réserves d'or dans le monde, d'après certaines analyses, n'ait pas d'or monétaire dans sa banque centrale.
Ce n'est pas normal. En même temps, il n'est pas question pour la Banque centrale de se transformer en comptoir d'achat d'or. Ça, c'est exclu, la loi même l'interdit. Mais la Banque centrale peut, grâce à la volonté du gouvernement, recevoir de l'or monétaire, c'est-à-dire de l'or qui vient de notre sous-sol, qui est transformé en lingots et pièces, et qui est gardé comme réserve, au même titre qu'une réserve de dollars, etc. On peut réserver de l'or, et au fil du temps, ça va renforcer encore davantage la Banque centrale, comme toutes les banques centrales qui ont de l'or. Et d'ailleurs, beaucoup d'or qui vient de chez nous, d'ailleurs, qui va dans des banques centrales étrangères. Donc, pour la solidité de la Banque centrale, un plan existe, et ce plan est déjà en cours de mise en œuvre. Alors, pour ce qui est de la mécanisation, et effectivement, le mois dernier, il y a eu un retard dans la paye qui a été expliqué et communiqué. C'était lié justement à cette mécanisation. Et donc, ça a entraîné un léger retard. Mais ce mois-ci, ce n'est pas le cas. Ce mois, les paiements sont en cours. Chaque jour, on me fait le rapport. Je sais qu'aujourd'hui, on m'a dit encore qu'on a fini, parce qu'on y va banque par banque ou secteur par secteur. Et donc, on a fini les enseignants, je crois. Et donc, on avance comme ça. Et d'ici la fin du mois, on aura terminé la paye pour le mois courant. Maintenant, comme je vous ai dit, nous avons multiplié l'enveloppe, la masse salariale par 4 en 5 ans. Par 4. Les recettes n'ont pas été multipliées par 4. Tout au plus par 3. Et donc, nous avons, malgré les progrès, nous avons toujours la même contrainte en termes de trésorerie. Toujours la même contrainte. Et nous faisons l'effort pour assurer cette trésorerie. Et donc, c'est une des explications. Et particulièrement en ce moment où nous avons deux défis majeurs, celui des élections et celui de la guerre à l'Est. Et donc, dans la gestion de la trésorerie, il arrive parfois que nous nous retrouvions obligés de faire certains choix, une certaine priorisation qui peut donner lieu à quelques retards ici et là. Mais, puisque nous agissons en personne responsable, tout est fait pour que les salaires soient payés. Jusqu'à présent, ils sont payés. Et tout est fait également pour que nos engagements vis-à-vis de la CENI soient assurés. Et jusqu'à présent, ils sont assurés. Je ne sais pas si c'est le lieu de donner des chiffres, mais rien que la semaine qui vient de s'écouler, entre lundi de la semaine passée et hier, ou aujourd'hui, on a payé 130 millions de dollars à la CENI. Et ça continue chaque jour. Parce que nous sommes à une phase intense où les équipes de la CENI sont à travers tout le territoire avec une consommation importante de trésorerie, parce qu'il y a des formations qui sont faites, parce qu'il y a la logistique qui est en train de se déployer. Et donc c'est la phase finale. Et nous sommes là au rendez-vous. S'il y en a qui espèrent que les finances fassent défaut pour qu'il y ait un retard, eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà, merci pour la réponse. Il y avait la question de Marlon Kachamou, relative, je pense, aux léopards dames qui ont été... S'agissant du sport, je sais que le sport, c'est un fait social et même un fait politique. Et c'est même important parce que ça soude la nation, ça entretient le sentiment national. Mais je peux vous dire que la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et en ce qui nous concerne, malheureusement, le budget du ministère des Sports est le budget qui est toujours et systématiquement en dépassement important. Ça voudrait dire que, malgré toute la bonne volonté des décideurs politiques, il arrive des moments où, lorsque nos entreprises performent, on n'est pas en mesure de les traiter avec une égalité parfaite. C'est comme ça que, régulièrement, au Conseil des ministres, on dit, bon, pour cette période, compte tenu des contraintes, on va limiter les dépenses pour telle et telle fédération. Généralement, on prend les sports les plus dominants. Football, et dans le football, c'est le football masculin qui est plus dominant que féminin. Mais l'effort est fait pour contenter tout le monde autant que possible, mais ce n'est pas toujours possible. Surtout que les dépassements, je peux vous dire que le ministère des Sports, déjà en mars-avril, il est déjà en dépassement. Mais on continue de payer.
Et quand il y a des victoires, on doit les encourager, on doit leur donner des primes. Et donc, c'est tout simplement parce que nous sommes limités en capacité, mais je pense que nous faisons énormément, nous faisons beaucoup. Nous avons des pistes sur lesquelles nous travaillons. Il y a eu les états généraux du sport qui ont été organisés par votre gouvernement. Et l'un des objectifs, justement, c'est de trouver des formules pour mieux financer le sport. Et des solutions commencent à être trouvées. Il y a déjà une équipe de premier plan qui aujourd'hui est en train d'être transformée en société et qui va être financée différemment avec des sponsors privés, et cette équipe va se démarquer. Une deuxième est sur la liste. On espère que ça va arriver parce que nous avons besoin de suffisamment d'équipes fortes pour que la compétition soit bonne, mais des changements sont en train d'arriver. Et je ne veux pas parler trop vite parce que je veux leur laisser à eux-mêmes la primeur d'annoncer ce qu'ils sont en train de faire. Mais croyez-moi, la direction que nous prenons, c'est qu'il faut, pour professionnaliser le sport, il faut que le secteur privé s'implique, comme dans tous les autres pays, parce que c'est comme ça que ça se passe si on veut avoir un système sportif, et notamment pour le football, qui fonctionne. Alors, monsieur Leko, allez-y avec votre question. Blaise Bokokia, comme ça, vous ne chassez pas de la télévision nationale, vous pouvez aussi poser votre question. Mais alors, il faut que les questions cadrent, évidemment, dans l'objet de la conversation de ce soir. Allez-y pour votre question. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Allez-y, Blaise Bokokia. Le mandat du gouvernement au plan économique a été aussi mis à mal par des crises récurrentes dans le domaine des hydrocarbures. Alors vous, monsieur le ministre des Finances, vous avez initié un système de prépaiement, bon, à mon avis, qui n'a pas été mis en œuvre. Et après, votre collègue de l'économie, l'actuel d'ailleurs, a aussi proposé un projet d'arrêté interministériel pour la même cause. Alors, je vais savoir comment est-ce que ça va se passer. Quelle initiative va avaler l'autre? Vous avez parlé des progrès, notamment dans la rémunération des agents publics. Qui répondez-vous à ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas eu progrès parce que, dans l'entretemps, les dollars a pris beaucoup plus, c'est beaucoup plus apprécié par rapport au franc congolais. Donc, en définitive, il n'y a pas eu progrès. Que répondez-vous à cela? Bon, je commence par la deuxième question, parce que la première, je n'ai pas très bien saisi. Je peux vous assurer que, et je l'ai dit d'ailleurs au début, l'accroissement de la masse salariale est de loin supérieur à la dépréciation du taux de change ou à l'évolution de l'inflation. Ça veut dire que, globalement, il y a un gain de pouvoir d'achat qui est réel. Maintenant, à l'intérieur de cette masse salariale, certainement qu'il y a des ajustements qu'on peut faire entre les salaires de base, les primes, etc. Et nous sommes en train de travailler là-dessus avec le ministre du Budget et le ministre en charge de la fonction publique. Nous avons eu une réunion il y a quelques semaines où nous avons dit qu'on a pris du retard, par exemple, dans l'édition des fiches de paye. Il n'est pas normal que les agents publics n'aient pas de fiches de paye. Il faut que l'on sache ce qu'ils touchent en salaire, en prime, etc., pour pouvoir définir une politique plus égalitaire. Que ceux qui ont trop de primes en aient un peu moins, et ceux qui n'ont pas du tout de primes et qui méritent d'avoir des primes en aient un peu. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que le système est encore inégalitaire. Et donc, dans la même masse salariale, il y a encore des ajustements à faire, et nous y travaillons, mais globalement, la masse salariale elle-même s'est accrue beaucoup plus que l'inflation ou la dépréciation du taux de change. Donc, il y a eu globalement un gain de pouvoir d'achat. Alors, je crois que sa première question portait sur la gestion des hydrocarbures, manque à gagner sans doute. D'ailleurs, monsieur le ministre, il y a des bruits qui courent qu'il est possible qu'il y ait une pénurie de carburant. C'est peut-être l'occasion de donner une réponse sur la stratégie globale du gouvernement par rapport justement à la gestion de ces manques à gagner. Et je dois rappeler que le gouvernement prend sur le carburant près de 40%. Comme ça, les uns et les autres peuvent être édifiés sur notre stratégie sur cette question spécifique. Non, justement, il n'y a pas de... La situation est, comme pour tous les pays du monde, nous sommes dépendants des importations de produits pétroliers, parce que nous n'en produisons pas assez, pas beaucoup, et donc nous avons subi de plein fouet la hausse des cours pendant plus d'une année. Et cela nous a amené justement, pour protéger le pouvoir d'achat des Congolais, encore une fois, nous avons été amenés à consacrer plusieurs centaines de millions de dollars en subvention, près de 400 millions l'année passée. Subvention juste pour limiter la hausse
du prix du carburant. Mais nous avons également constaté que le secteur n'était pas totalement transparent. Et nous avons mis en place des réformes. Nous avons fait faire un audit. Audit qui a toujours été difficile à réaliser dans les années qui ont précédé. Nous avons réussi à faire cet audit. Et à l'époque, j'avais la charge des deux ministères, économie et finances. Et donc, au niveau du ministère de l'économie, nous avons achevé le processus de l'audit. Nous avons essayé d'apporter plus de transparence dans ces manques à gagner. Et nous avons pu économiser plus de 70 millions de dollars en une année, qui auraient été payés si nous n'étions pas vigilants. Et cela a été épargné au Trésor. Mais nous avons malgré tout payé près de 400 millions de dollars en subventions pour contenir la hausse des prix. Voilà des efforts que nous faisons. Et aujourd'hui, nous avons encore accumulé des arriérés en termes de subventions. Pourquoi? Parce que cette année 2023 a été un peu plus difficile que prévu. Les élections, la guerre d'un côté, avec des contraintes, et de l'autre côté, la baisse d'environ 20% des recettes, disons, un gap d'environ 20% des recettes propres par rapport aux recettes attendues, à cause notamment de l'effondrement du cours du cobalt. Et donc, ces éléments de contrainte nous ont amenés à accumuler des arriérés en termes de manque à gagner, de subventions qu'on devait donner aux pétroliers. Et nous avons fait quelques paiements et aujourd'hui, on a finalisé un montage pour pouvoir financer ces manques à gagner qui se chiffrent de nouveau à près de 400 millions. Et donc, nous sommes en train de les payer et les dispositions sont prises. Pendant qu'on parlait ici, mon collègue des hydrocarbures était en train de m'appeler tout à l'heure parce que nous sommes en train de finaliser des actions justement pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Et je pense qu'il n'y aura pas de pénurie parce que les dispositions ont été prises. Donc voilà. Voilà, alors une dernière question, M. Blaise Bokokia, rapidement. Monsieur le ministre, laissez-moi vous saluer, saluer les efforts du gouvernement dans le cadre de maximisation des recettes au niveau de notre pays, malgré la conjoncture économique que traverse le pays, compte tenu des réalités qui prévalent à travers le monde. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. La RTNC, il y a ce qu'on appelle ici les Maboko Bank. C'est une expression, hein. Au niveau de la RTNC Maboko Bank, c'est une sorte de prime qui est payée aux agents et cadres de la RTNC. Mais à la veille de la tenue des élections, les agents et cadres de la RTNC ont peur qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette prime. Si on fait un petit calcul qui revient à moins à 10 mois d'un paiement, qu'est-ce que vous pouvez rassurer ce soir aux agents et cadres de la RTNC concernant cette prime? Vous êtes hors sujet. Mais parce que nous sommes à la RTNC, le ministre va y répondre. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous faisons ce que nous pouvons, mais nous avons un gros souci avec les primes, pas seulement à la RTNC, mais de manière générale. De manière générale, les primes commencent à devenir incontrôlées. Et ce n'est pas bon pour la gestion, ce n'est pas bon pour l'équité. Et donc, c'est le souci général que nous avons. Mais en ce qui vous concerne, on va regarder de près quand on va rentrer au bureau. Mais je voulais aussi vous dire que mon souhait, c'est que votre institution qui mobilise des recettes, qui est aussi un centre de profit, puisse être à la hauteur de ce qu'elle est, la première chaîne du pays. Je me rappelle à l'époque de Kayoum Libeya, qui était directeur commercial, eh bien, la RTNC faisait des recettes importantes, mais je pense qu'il faut qu'on regarde aussi les choses de cette manière-là. Il y a des redevances, il y a des recettes, il faut que peut-être on travaille ensemble pour voir comment on peut accroître la capacité de la RTNC à mobiliser des recettes et à s'autonomiser. Ce serait beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Parce que le problème qu'on a avec le Trésor, c'est que le pays tout entier a les yeux sur le Trésor et à un moment donné, ça devient intenable. Et donc, il faut qu'on fasse preuve d'imagination pour, d'une part, accroître les recettes du Trésor pour faire le maximum, mais d'autre part, rendre plus viables les entités qui peuvent être viables, qui peuvent se viabiliser, dont la RTNC. Il y a le potentiel, notamment avec la redevance, mais il faut qu'on arrive à la faire appliquer, à l'arriver à bien la collecter. Monsieur le ministre, on va terminer... Et puis tout ce patrimoine important que vous avez, qui ferait rêver beaucoup d'entrepreneurs. Mais bon, monsieur le ministre... C'est un patrimoine qui peut être transformé
On peut compter sur les trésors publics alors pour la tour administrative. On aura l'occasion de revenir. Bon, Monsieur le ministre, on va terminer cet exercice. On a parlé des chiffres, on en a parlé en français, mais il y a une bonne partie de la communauté qui nous suit en lingala. Je voudrais que votre conclusion puisse être en lingala. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ces 5 années du bilan économique de notre gouvernement? Bon, au Mukena Koki Koloba, ezali que bakosa binote musala otosali na sima ya tata mokonzi na bambulo mitano euti koleka etoli ekonomi ya mboka mwa muke elongoli biso na image ya mabe ya ekonomi moko oyo eloka malonga ezalaka te kaka moyibi na corruption. Mais musala wana esili te, tozo continuer parce que corruption paysanane, parce que opportunité paysanane, parce que musala ezanane. Mais tosali mwa chemin moko ya kitoko esengeli to continuer yango. Nayebi que toza presque 100 millions d'habitants. Ata tolongwe na 4 milliards ya budget, tokomi na 16 milliards. Eza nanu muke pona kosepelisa ba Congolais nyonso. Mais siko tosala nini? To sepela ke tosi totamboli muke et puis to continuer kotambola na modèle wana ou bien toloba ke non, nane kokite to silika to boya nyonso. O na koloba ezali ke to sepela lokola tosi tosali mwa nzela moko ya kitoko. To se souder lisusu, to continuer nzela wana po lobby ezala malamu koleka lelo. Yango nde na koloba lelo. Tata mokonzi na gouvernement na bino nyonso bazosala ezali mpona kobongisa. Tosali banzela, tosali bakelasi, tosali makambo ebele, batie bamai, bameki kobongisa courant, nayebi ke nyonso ekoki te, mais esalemi. Mbongo na bino oyo biso togere, nazali capable ata na lamuki na tongo na 1h du matin, na 5h, na 6h, nazali capable ya koyebisa bino tosali nini na mboka bakongo na mbongo ya bakongolais. Effort nini tosali po mbongo na bino ezongela bino d'une manière ou d'une autre. Nayebi ke tosepelisi tosilisi makambo nyonso te, mais nayebi ke tosali. Yango nde na koloba. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette phrase qui conclut cet exercice, évidemment que nous avons voulu technique, même s'il y a eu des questions, mais bon, vous êtes le ministre des Finances, c'est normal, mais l'idée, c'est vraiment de permettre à ceux qui nous suivent de voir la marge de progression qui a été faite, parce que très souvent, on n'est pas toujours au courant de nos défis qui sont structurels, parce que des problèmes n'ont pas été réglés pendant des décennies et des décennies, mais nous, aujourd'hui, nous avons commencé à les régler et nous pensons que la perspective est bonne pour les 5 prochaines années. Vous savez quoi faire le moment venu. Merci à vous de votre attention et bonne continuation de vos programmes. Monsieur le ministre, bonne chance parce que je sais que vous êtes candidat aussi. J'espère que vous serez élu à Miabi. Merci. Let's